Merci beaucoup, Monsieur Nahar, pour votre accueil, qui est toujours aussi agréable et plaisant, comme l'année dernière. Et aussi, je le dis d'emblée, je souhaite vous féliciter, ainsi que toutes vos équipes, pour les efforts tout à fait remarquables en termes de pédagogie et d'enseignement, avec des résultats qui nous impressionnent et qu'on aimerait voir se diffuser dans tous les lycées de notre pays. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Mike Hall, qui est, comme M. Nahar l'a dit, un très grand scientifique, qui travaille à Bâle. Il vient d'Amérique, il est passé par l'Amérique du Sud dans son enfance, et puis il a continué ses études en Amérique du Nord, et il a fait de la recherche en Amérique du Nord, différents endroits, et puis il est venu en Europe, et spécifiquement depuis maintenant, je crois, 1987, 87, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc ça fait 37 ans. Il travaille à Bâle dans un magnifique institut de recherche qui s'appelle le Biozentrum. Je ne sais pas si tu nous montreras une photo, mais c'est un endroit superbe, et encore plus important que le fait que ce soit un endroit superbe, c'est un endroit où on fait de la très belle science. C'est un institut de recherche fondamental, donc il s'intéresse à connaître les mécanismes intimes de la vie, et nous avons tous besoin de recherches fondamentales qui permettent des avancées des connaissances et parfois des avancées qui se traduisent en progrès pour l'humanité, alors spécifiquement évidemment dans le domaine des sciences de la vie, vers la médecine en particulier, pas exclusivement, mais voilà. Donc, comme cela a déjà été dit, mais je me permets d'insister, Mike Hall a fait une découverte absolument essentielle qui concerne la façon dont les cellules grandissent, croissent. Vous allez en entendre parler dans un instant, et c'est pour ça qu'il a reçu hier à l'Académie des sciences la Grande Médaille, qui est une distinction extrêmement honorifique pour permettre de reconnaître, et c'est une des fonctions de l'Académie des sciences, c'est de reconnaître et promouvoir les meilleures activités de recherche scientifique. Alors Mac va vous parler, essayer au moins au début de vous parler en français, peut-être à un moment ou un autre, il peut être amené à vous parler en anglais parce qu'il s'en sentira moins à l'aise, mais on traduira au fur et à mesure à chaque fois que besoin. Et surtout, le plus important, c'est n'hésitez pas, on souhaite beaucoup que vous interagissiez avec Mike et éventuellement avec nous à travers des questions, et ne vous censurez pas. Et je pense que vous avez préparé des questions, je sais que vous avez travaillé déjà sur les travaux, sur les découvertes de Mike Hall, donc prenez la parole dès que possible. Mike, si tu veux bien, je te donne la parole. Je vais là-bas, je pense, oui. Ce sera plus simple. Bon, bonjour à tous et toutes. C'est un plaisir d'être avec vous. Oui, c'est un plaisir d'être avec vous, même si je suis très nerveux, parce que je n'ai pas l'habitude de parler en français, en public, et surtout avec un public comme vous. J'ai parlé hier avant à l'Académie des sciences, et je n'étais pas du tout nerveux, mais avec vous, je suis très nerveux. Donc, il faut se patienter un petit peu. Donc, on m'a demandé de parler de ma vie, comment est-ce que j'ai arrivé où je suis, un peu de ma séance aussi. Et je vais commencer avec le début. Comment est-ce que j'avance le diapo Voilà, très bien, merci. Bon, je vais commencer avec ma naissance. J'étais né à Porto Rico, c'est une île dans les Caraïbes, très petite, où on parlait espagnol. Donc je commençais avec l'espagnol. Et puis, c'est ma mère et mon père. Ma mère est enseignante, femme de foyer. Mon père était cadre dans un multinational. Et ils sont là à Copenhague en 1950 parce que mon frère était né en Suède en 1950. Je ne sais pas pourquoi ils étaient à Copenhague, mais ils étaient là.
Et à droite, c'est une photo, c'est moi avec ma mère. C'est la rue devant notre maison à Porto Rico. Vous voyez les cocotiers derrière et l'océan derrière ça. Notre maison, c'était jusque-là, à côté de la mer. Donc, et puis, après 3 ans à Porto Rico, on déménageait à Amérique du Sud, où je grandis. On était d'abord à Venezuela pour quelques années, puis Pérou, et donc on est rentré en Venezuela. Et j'étais très contente là. J'étais en France, je dirais, idyllique. J'étais toujours en plein air, c'était les tropiques. J'étais dans les arbres, dans les plantes. Il y avait des manguiers, d'avocatiers, des orangers, des orchides, des animaux sauvages partout. J'étais en pleine nature toute la journée. Je ne pensais pas beaucoup d'aller à l'école. Pour moi, l'école n'était pas très important. C'était le lieu pour moi pour trouver mes amis. Et je n'ai pas pensé à l'école comme un lieu où il faut apprendre. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que quand j'ai 13 ans, mes parents m'ont envoyé en Amérique, en pension, pour faire mes études. Parce que les écoles en Venezuela à l'époque, ils n'étaient pas très bonnes. Et l'éducation et le savoir, c'était quelque chose de très important pour mes parents. Donc, et pour moi, c'était un choc culturel immense. Et ça se voit ici. Bon, j'ai l'habitude de m'habiller en pantalon court, avec des t-shirts, des sandales, toute la journée, toute l'année, parce qu'il fait chaud tout le temps, chez les tropiques. Mais voilà mon nouveau lieu, quand j'étais à 13 ans. J'étais tellement complètement bouleversé. J'étais obligé de porter une veste et une cravate toute la journée, chaque journée. Ma vie était complètement régimentée, disciplinée. Chaque minute du jour, il y avait quelque chose à faire. C'était l'inverse de la vie que je connaissais avant ça. Donc, au début, c'était horrible pour moi. J'aime la photo à gauche ici parce que je n'étais pas tout à fait assimilé à cette nouvelle vie. J'ai la veste, vous voyez, mais j'ai toujours les sandales que je portais chez les tropiques. Je suis moitié assimilé là, vous voyez. En tout cas, moitié haute. Et puis, après ça, qu'est-ce que je fais? Voilà. Quand j'étais là, j'ai envisagé plusieurs choix de carrière. Je pensais à tout, l'art, architecture, médecine, sciences, je ne savais pas. J'étais exposé à plusieurs choses. C'était difficile pour moi de choisir. Mais enfin, je choisis la science plutôt que la médecine. Et surtout, la recherche génétique m'intéressait. Et je trouvais la recherche génétique à l'université. C'était mon manuel de génétique à l'université. C'est un manuel de, je crois, 1000 pages. Je lis ce manuel entier. C'est le seul manuel que j'ai lu à l'université du début à fin. Et ça m'a vraiment impressionné. Et je continuais après ça, je décidais à faire mon doctorat, toujours en Amérique, où je commençais à m'approfondir avec la science de la biologie moléculaire. Et là, j'ai découvert les études des 2 chercheurs que je montre là. Vous connaissez qui sont ces 2 chercheurs? Quelqu'un? Personne? Devinez? 2 chercheurs français très connus. C'était à l'Institut Pasteur, ici à Paris. C'est François Jacob et Jacques Monod. Ils ont gagné le prix Nobel en 58, 60, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ils étaient des généticiens.
il faisait la génétique bactérienne. Et j'essayais d'imiter leur façon de faire l'expérience, la science. Je l'admirais beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que je continuais à déménager, à viager. Je suis venu en France à cause de Jacob et Monod, parce que je voulais voir comment ils faisaient leur travail, leur expérience. Et enfin, je m'ai installé en Suisse, à Bâle, en 87, où je suis toujours. Et je me mariais avec ma femme, qui est jusque-là, ça vite, en 84. Et j'ai 2 filles, ils habitent toujours à Bâle. Ils sont là, ma femme et mes 2 filles, Sabine, Zoé et Léa. Donc, c'est ma vie. Vous avez des questions sur ma vie? Non? D'accord. Bon. Donc, j'ai posé cette question. Quelle leçon peut être tirée de ma vie? Qu'est-ce que j'ai appris pour avoir les résultats que j'ai eus? D'abord, je crois que l'éducation et les mentors sont très, très importants. Il faut chercher toujours les meilleurs. N'importe où. En mon cas, je voyageais par tout le monde presque pour trouver les meilleurs éducateurs, les meilleurs mentors. Et j'ai appris bien de les mettre. Il faut aussi, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, il faut suivre votre passion, parce que comme ça, vous poussera à agir. Le problème est qu'il faut trouver votre passion. Comment est-ce qu'on va trouver votre passion? Suivre votre passion, c'est quelque chose d'assez facile si on le trouve. Il le trouve. Et ce n'est pas toujours évident comment il faut trouver votre passion. Donc, il faut que vous vous exposez vous-même à plein de choses. C'est plein de choses pour voir comment les différentes choses marchent, s'il y a la possibilité que ça pourrait être un métier pour vous, une carrière pour vous. En mon cas, en tout cas, la mobilité était très importante. Je voyageais partout. Il ne faut pas hésiter de sortir de votre environnement. Par exemple, je ne suis pas dans mon environnement maintenant. Je suis là, un peu nerveux, mais je suis toujours là. Il ne faut pas avoir peur de sortir vous êtes confortable. Il faut aussi avoir un plan, un but. Il faut voir où est-ce que vous voulez aller. Et ce plan, le plan peut changer. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez quelque chose que vous voulez faire, mais depuis un moment, vous trouvez que ce n'est pas si intéressant peut-être, ou il y a des autres raisons pour lesquelles vous pouvez suivre ce plan. Le plan peut changer, ce n'est pas grave, mais il faut avoir un plan parce que c'est le but pour aller pour avancer. Et enfin, je trouve que c'est un peu provocateur, mais il faut être un peu contre-courant. Soyez sceptique à l'égard de l'autorité et des faits. Et c'est comme Albert Einstein, un grand chercheur, a dit, la croyance aveugle en l'autorité est le plus grand ennemi de la vérité. C'est vrai. Il faut se demander si que vous entendez n'importe où est vrai ou non. Il faut toujours réfléchir. D'accord. Alors, maintenant, la science.
vous avez des questions sur ma vie? Sûr? D'accord, ça viendra plus tard. Donc, je vais parler de la cellule. La cellule est, le point que je veux te refaire, c'est la cellule est l'unité de vie. C'est la vie en forme la plus simple possible. Il n'y a pas des choses plus petites que la cellule qui est vivante. Et il y a plusieurs organismes qui ont différents numéros de cellules. Par exemple, la levure, c'est un organisme qui consiste d'une cellule. C'est une cellule, c'est tout. C'est très, très simple comme organisme, la cellule. C'est la levure, la même levure avec laquelle on fait la bière, du vin, du pain. Très simple. Mais il y a des autres organismes, par exemple la souris, beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de cellules. Il y a 3 milliards de cellules chez les Et chez les hommes, les humains, il y a combien de cellules? Vous pouvez deviner? Hein? Combien? Bravo, très bien. Très bien, parfait. Oui. Je dis toujours 10 à 50, mais vous avez 30, c'est très très bien. Donc il y a beaucoup de cellules chez nous. C'est un numéro immense. Donc comment est-ce qu'on peut contrôler le caractère, la croissance de chacune de toutes ces cellules? C'est un problème immense. C'est comme être le gouverneur d'un pays, le président d'un pays de 10 trillions 10 000 millions de milliards de personnes, citoyens. C'est quelque chose d'incroyable. Comment ça peut être contrôlé? Chaque cellule est la unité de vie autonome. Peut être autonome, mais dans le corps, ce n'est pas autonome parce que toutes les cellules se communiquent et tout est la régulation très très compliquée. Et comment ça inclut la croissance de chaque cellule. Donc, comment est-ce que ça peut arriver? Bon, d'abord, je vais vous montrer une cellule. C'est une cellule. J'ai vu dans les box, vous connaissez les cellules. Ici, le noyau était en rouge, et le cytoplasme est en vert. C'est un film. Je ne sais pas s'il peut dérouler le film ou non. Je ne sais pas, contrôle. C'est un film. Non, c'est le prochain diapo. Il est en train de gérer. C'est pas si important. C'est un film, ça montre comment il y a 2 cellules, vous voyez, 2 cellules, et chaque cellule peut grandir et puis se diviser en 2. C'est la croissance et puis la division de cellules. 2 processus complètement différents, mais qui passent en même temps. D'accord, non, c'est pas grave. Donc c'est le vidéo était schéma en haut, croissance et division. Donc il y a une cellule qui grandit et puis se divise en 2. Donc il y a 2 cellules et puis la même encore croissance, division et enfin 4, 8, etc. Mais il faut apprécier que ce processus, on fait 2 processus superimposés. Et ça se voit là, c'est la division et la croissance. Les cellules, si ça fait la division sans grandir, sans croissance, ça sera catastrophique, et même s'il y a croissance sans division. Il faut avoir tous les deux pour avoir la réplication cellulaire. Donc, comment est-ce que la division est régulée par quelque chose qui s'appelle la cycline CDK? J'ai entendu parler de ça dans un box. Donc vous connaissez, c'est le régulateur de la division cellulaire. Donc en principe, vous connaissez ça.
quelques-uns parmi vous connaissez comment ça c'est régulé, la régulation des divisions. Mais la question est comment est-ce que la croissance, la régulation des croissances, c'est un processus complètement différent que la division, comme je viens de vous expliquer. Donc, le contrôleur central de croissance, c'est une protéine qui s'appelle TOR. Et c'est comme la CDK, ou cycline, que peut-être vous connaissez, c'est un kinase qui fait la phosphorylation des autres protéines. Et quand la protéine est active, la cellule peut grandir. Et le TOR donc, est dans le cytoplasme de la cellule, comme la bêta-catéine que quelqu'un m'a expliqué aujourd'hui dans un box, et puis c'est activé par des nutriments ou des hormones qui s'attachent au récepteur sous la surface de la cellule, et ça active une voie de signalisation avec le résultat, et ça active TOR, et puis TOR donc active tous les autres processus qui sont importants pour la croissance de la cellule, comme la synthèse des protéines, synthèse des lipides, synthèse de tous les autres éléments qui sont essentiels pour construire une cellule. D'accord? Et cette protéine, TOR, ça veut dire Target of Rapamycin, qui en français, ça veut dire cible de rapamycine. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est la rapamycine et comment TOR contrôle la croissance cellulaire. Alors, c'est la voie de signalisation des TOR. C'est beaucoup plus compliqué que, par exemple, la voie de Wnt. Vous avez, qui joue dans un box. Ça me souvient quelque chose que vous connaissez très bien. C'est le système de métro de Paris. Mais en fonction, c'est à peu près pareil parce que cette voie, une voie d'information de la surface de cellule à l'intérieur, à différents endroits, beaucoup comme les métros transportent des personnes d'un lieu à l'autre. Il y a des transports d'informations de personnes d'une place à l'autre. C'est des places de choses. Donc, c'est beaucoup comme ça. Mais c'était toujours si compliqué, cet état de savoir sur cette voie de signalisation n'était pas toujours comme ça. C'est le résultat de plus que 30 ans d'études par milliers de chercheurs scientifiques dans tout le monde. Mais ici, vous voyez à gauche, c'est le premier modèle de cette voie de signalisation. C'était quelque chose que j'ai publié en 1991. Donc, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Et cette croissance en complexité est grâce à cette augmentation au numéro de publications dans ce domaine. Vous voyez, maintenant, il y a plus que 7000 publications et études publiées chaque année sur ce domaine. Donc, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'au début. Ça fait presque 30 ans. Donc, j'ai eu la chance d'être là au début de cette histoire. Et maintenant, même je suis perdu dans toute cette information, toute cette voie. Donc, c'est la rapamycine. C'est une molécule naturelle qui est produite par une bactérie qui était trouvée dans un échantillon de terre qui était trouvé à l'île de Pâques. Et c'était d'abord, les scientifiques ont cherché une molécule comme ça
développer des médecines. Et la rapamycine maintenant est une médecine utilisée en différents domaines thérapeutiques. Ici, par exemple, pour bloquer le rejet des greffes, la transplantation de foie, par exemple. Ou c'est aussi utilisé pour bloquer la croissance de tumeurs contre le cancer. Et aussi, en certains cas, contre les maladies cardiovasculaires. La découverte de cette molécule était très importante, parce que si on va à l'île de Pâques, il y a une plaque pour commémorer la découverte de rapamycine. Et cette plaque, il y a quelqu'un qui peut lire en portugais, c'est en portugais. Personne? Donc ça veut dire, en ce lieu était en janvier 1965 et obtenu un échantillon qui a permis l'isolation de rapamycine, cette molécule, mais aussi a commencé un nouveau époque dans la médecine. C'est la transplantation. Ce n'était pas possible avant parce que ça inhibe le système immunitaire. Donc, on peut avoir la transplantation d'un organe et ça ne sera pas rejeté. Donc, j'étais toujours... C'était moi, à l'île des Pâques. J'ai visité ça fait 4 ans maintenant. La première fois que j'ai visité ce lieu, c'était un lieu important pour moi parce que j'ai travaillé sur cette molécule presque toute ma vie professionnelle. J'arrivais à le lieu là, c'est pas évident, arriver à ce lieu là, il faut voyager très très loin. L'île des Pâques, c'est le lieu, la place plus loin, donc on était maintenant, de l'autre côté du monde. Et il faut arriver à ce lieu, il y a un volcan jusqu'à côté, et vous voyez la plaque de disparu. C'était très très déçu, je n'ai jamais vu les plaques après cet long voyage. Donc, la découverte qu'on a fait chez nous, c'est la découverte de cette protéine TOR. Donc, comment est-ce que j'ai découvert la protéine TOR? J'ai utilisé rapamycine comme un appât pour pêcher cette protéine dans la cellule. Et chaque cellule a à peu près 10 000, 15 000 protéines, et plusieurs copies de chacune de ces protéines. Et je voulais isoler la protéine TOR parmi toutes les protéines qui existent dans le cytoplasme de chaque cellule. Donc, j'ai utilisé le rapamycine qui s'attache directement à la protéine TOR pour l'inhiber. Et c'est comme ça, je pêchais, c'est pas exactement ça, bien sûr, mais ça indique un peu le concept que j'utilisais. C'est une méthode beaucoup plus avancée, technologique. C'est la technique que je ne veux pas expliquer, mais j'ai réussi à attraper la protéine TOR. Donc, mais à l'époque, je ne savais pas qu'est-ce que c'est la fonction de cette protéine. Je savais que c'était la cible de cette molécule qui était importante pour la médecine, mais je ne savais pas quelle est la fonction, comment est-ce que ça, quel rôle joue cette protéine dans la cellule.
Donc, et après à peu près 4 ans, 5 ans de recherche, je trouvais que le rôle de cette protéine, c'est de contrôler ces processus de croissance des cellules. Donc c'est absolument essentiel pour la réplication des cellules. Parce que, vous vous souvenez, la réplication des cellules, c'est la division et la croissance. Le processus, la division était bien compris. Il y a des chercheurs qui ont étudié ça longtemps. Mais le processus de croissance, comment c'est régulé, ce n'était pas du tout compris. Et parce que personne ne croyait qu'il y avait un système qui contrôle la croissance. Tout le monde a pensé que si on mange, il y a des nutriments, et les nutriments permettent la croissance des cellules, mais il n'y a pas un mécanisme qui contrôle la croissance de manière active. Donc, je n'ai pas soupçonné que le rôle de TOR pourrait être de contrôler la croissance cellulaire, parce que je croyais que la croissance cellulaire n'était pas contrôlée par un mécanisme comme ça. Donc, parmi les plusieurs expériences qu'on a fait pour montrer que ça contrôle la croissance cellulaire, il y a ici deux expériences. À droite, c'est le foie et la mouche. Donc, les mouches ont un foie. Et puis, l'expérience était d'inhiber la protéine TOR dans ces deux cellules qui sont vertes là. Vous voyez, les cellules sont beaucoup plus petites que les cellules normaux à côté. Donc, et l'expérience à droite, c'est l'inverse. Ils ont activé la voie TOR. Et les résultats sont que les cellules sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges, vous voyez. Donc, ça indique que le rôle de TOR, c'est de contrôler la croissance cellulaire. Et c'est une grande découverte parce que personne ne savait que la croissance cellulaire est contrôlée à l'époque. Donc, c'est aussi une expérience importante. C'était fait par un collègue en Amérique qui travaille avec la mouche, Drosophila. Et il a trouvé un mouton de Drosophila qui a un défaut dans le gène des TOR. Donc il y a un défaut dans la fonction des TOR, la protéine TOR. Et vous voyez, cette mouche est beaucoup plus petite que la mouche sauvage, la mouche normale. Mais c'est parfaitement formé. Donc, il y a deux façons par lesquelles une mouche peut être plus petite. C'est parce qu'il y a moins de cellules, ou il y a le numéro normal de cellules, mais chaque cellule est plus petite. Donc, c'est à cause du numéro de cellules ou la taille des cellules. Pourquoi cette mouche est plus petite parmi les millions de cellules dans cette mouche? Et l'expérience que Tom Neufeld a fait, il a déterminé que cette mouche a plus ou moins la quantité des cellules normales, mais chaque cellule est un petit plus petit. Le résultat, c'est cette mouche qui est plus petite. Donc, c'est l'expérience ces expériences a montré que la croissance cellulaire est contrôlée. TOR contrôle cette croissance cellulaire, et TOR contrôle plus que la croissance cellulaire, contrôle aussi la croissance de chaque organe dans le corps, et enfin la taille de l'animal entier. Et c'était maintenant montré en plusieurs différents cas. Par exemple, si vous êtes
sportive, vous faites des exercices, le résultat sera des muscles plus grands. Et comment est-ce que les muscles grandissent? Il ne s'agit pas d'avoir plus de cellules musculaires, mais chaque cellule musculaire devient un peu plus grande. C'est comme ça qu'on devient plus costaud, plus musculaire. Et il y a différents exemples. Même les abeilles, la reine des abeilles, sont beaucoup plus grands que les travailleurs, les abeilles travailleurs, parce que la voie TOR est activée dans des abeilles qui deviennent la reine. Donc, TOR contrôle la croissance cellulaire en tous les organismes et en tout cas d'où il y a changement de taille des cellules. Donc, c'est la biologie fondamentale. Se trouve partout. Toutes les cellules, dans chaque cellule de notre corps, de 50 ou 30 trillions de cellules, ou dans les cellules des levures, des insectes, des plantes, le TOR se trouve partout. C'est conservé de la levure jusqu'à l'homme. Donc, c'est vraiment la science, la biologie fondamentale. Vous voyez, il y a même des applications pour faire un peu d'argent. Il y a quelqu'un qui a pris cette information pour vendre ses produits. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, mais c'est pour maximiser l'activité des TOR chez nous, pour être plus musclé. Vous voyez, ça marche aussi pour les femmes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Je voulais acheter pour voir, mais c'est pour acheter qu'en Amérique, donc je ne pouvais pas acheter. Bon. Alors. Donc il y a un côté sinistre aussi du voie TOR, c'est quand c'est dérégulé. Et quand c'est dérégulé, ça, les résultats, il y a plusieurs maladies, par exemple le cancer, le diabète, l'obésité, l'hypertrophie cardiaque, plusieurs maladies. Donc il y a plusieurs cas, plusieurs maladies où on peut utiliser la rapamycine pour traiter cette maladie. Parce que la maladie, la rapamycine, c'est la molécule qui cible le TOR et évite qu'il y a trop d'activité, trop. Le cas, par exemple, pour cancer. Le cancer est une maladie où les cellules grandissent, répliquent, ça ne devrait pas passer. Et c'est montré ici, c'est une expérience qu'on a fait chez nous. C'est le foie d'un souris où on a activé la protéine TOR, super activé la protéine TOR dans le foie et que dans le foie. Cette souris. Et vous voyez, il y a plusieurs tumeurs qui sortaient de cette foie. Donc c'est un cancer. Et on sait que c'est la cause de ça, c'est trop d'activité de TOR, parce que si on traite la souris avec la rapamycine pour bloquer l'activité de TOR, on évite la croissance des cellules et la croissance des tumeurs. Donc c'est autre raison pour laquelle le TOR, la rapamycine est bien connu maintenant, pas seulement dans la biologie fondamentale, mais dans la médecine aussi. Donc le TOR, alors qu'est-ce qui arrive quand on arrête de grandir? Comme nous par exemple. Le TOR est toujours là, toujours actif, mais on ne grandit pas. Donc à ces moments-là, le TOR prend un autre rôle, et ça, le contrôle de vieillissement cellulaire. C'est à cause de l'activité du TOR qu'on commence à vieillir.
Et c'est au niveau des cellules. Et je vous avais indiqué que la cellule est l'unité de la vie. Donc si les cellules vieillissent, le corps entier vieillit. Et c'est le cas, c'est tort, à cause de tort, on commence à vieillir. On a arrêté de grandir. Donc à l'âge de, disons, 25 ans, on commence déjà à vieillir, lentement au début, mais ça accélère plus tard. Et c'est tort qui fait ça. Donc, il y a l'idée que maintenant, on peut... C'est fini? Plus de temps? Peut-être on peut utiliser la rapamycine pour bloquer tort et comme ça arrêter le vieillissement. Ce n'est pas possible, pas encore, mais il y a des recherches qui font une expérience pour savoir si c'est possible. Mais ça pose beaucoup de questions, je dirais philosophiques. Est-ce que nous voulons prolonger la durée de la vie humaine? Prendre une pilule. Et si c'est possible, pour combien de temps? Prolonger la vie 10 ans, 100 ans, 1000 ans? C'est la fiction scientifique. On est dans ce domaine maintenant, c'est le futur. Et puis, il y a aussi des conséquences pour la société si on allonge la vie. Peut-être que ce n'est pas quelque chose de bien. On entre dans cette phase où il y a des questions qu'il faut poser à cause de la biologie fondamentale qui nous présente la culture. Pour finir, je vais vous présenter plusieurs de mes étudiants, parmi plusieurs, plus que ça, beaucoup plus que ça. Ils ont travaillé sur cette... Ils ont fait l'expérience que j'ai présentée. Ils ont déjà quitté mon labo. Et ils ont des chercheurs dans tout le monde maintenant. Bien réussi chez moi, ils sont en train de réussir chez eux. Bon. Merci beaucoup. Alors, ouais, il y a 2 micros. Donc, merci beaucoup, Monsieur Hall, pour cette présentation. Merci d'avoir fait l'effort aussi de le faire en français. Merci beaucoup. On va passer d'abord à la phase de questions. Donc, les questions qu'on vous a distribuées, qui sont le fruit de la synthèse de tout ce que vous avez pu vous poser comme questions lundi, pendant la matinée de lundi. L'objectif, c'est de sélectionner. On ne pourra pas poser toutes les questions. Vous voyez, il y en a beaucoup et encore, il y a du tri qui a été fait. J'en ai remanié certaines quand ça parlait du même sujet, je les ai combinées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en sélectionner. Il faut que vous vous souveniez des questions qui m'ont été posées. Okay, parce que si on repose 2 fois la même question, donc vous pouvez barrer par exemple une question quand elle a été posée ou en tout cas la garder en mémoire dans votre tête. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous passer le micro. Peut-être pour poser la question, parce que sinon tout le monde va faire « j'ai pas entendu la question », donc voilà. Et c'est parti. Et tout le monde pose les questions, tu veux dire? Ah oui. Que certaines questions peuvent être adressées pas forcément à Michael Hall, mais aussi au reste des autres scientifiques et personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je pense typiquement à des questions qui concernent l'Académie des sciences, peut-être que, et sciences ouvertes, peut-être que ça ne sera pas forcément Monsieur Hall qui sera amené à répondre, mais ça peut être aussi
les autres personnes présentes. OK ? Donc voilà, vous pouvez adresser votre question. On lève la main. Qui c'est qui se sent de poser une première question ? Ahmed, c'est parti. Donc on fait passer le micro. Donc d'abord, merci pour votre présentation. Et la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que les financements nécessaires pour faire de la recherche peuvent être difficiles à obtenir ? Et surtout, qui finance ces recherches ? Oui, c'est difficile d'obtenir le financement pour faire de la recherche. Et l'argent qu'on reçoit pour faire la recherche vient de l'État, en Suisse, en mon cas. Merci beaucoup, monsieur. Le financement de recherche, il faut dire, c'est très très important parce que c'est le futur. Vous voyez cette molécule rapamycine, s'il n'y avait pas l'argent pour faire la recherche, on n'aura pas des médicaments comme la rapamycine pour traiter le cancer. Hein. Et ce n'était pas du tout prévu. Hein. Je ne savais pas que la rapamycine peut être utilisée comme médicament. Donc il y a besoin de financement pour faire la recherche. C'est très 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 important pour le futur. Je voulais vous demander si vous êtes satisfait de votre parcours. Excuse-moi ? Êtes-vous satisfait de votre parcours ? Oui, je crois bien. En général, et je suis content de... il faut dire, avec un peu d'humilité, j'espère que j'ai un parcours extraordinaire. Pas prévu, il faut dire aussi. Hein. Je ne savais pas que je gagnerais la grande médaille de l'Académie des sciences. Pour moi, c'était une grande surprise. Au début, j'intéressais pour ma recherche, faire mes expériences. Et tout d'un coup, je fais une découverte. C'est beaucoup plus important que j'espérais. Et je suis arrivé là. Ce n'était pas quelque chose que j'ai tout à fait contrôlé. Mais je suis là, je suis très content où je suis. Allez-y. Du coup, je reprends l'exemple de la mouche. Mais si TOR, il régule la croissance des cellules, pourquoi la mouche, elle est plus petite et du coup, elle ne serait pas de taille trop grande ? Parce qu'en ces cas-là, cette mouche est une mutation dans le gène TOR qui réduit l'activité des TOR. Donc, il y a moins d'activité TOR, les cellules croître moins que normal. Donc, il y a aussi des mutations qui sont super actives de la protéine TOR, mais ça donnera l'expérience que j'ai montrée avec le foie, c'est un cas où il y a trop d'activité des TOR. Donc ça donne des croissances la croissance mauvaise, disons. Donc c'est parce qu'il y a moins d'activité des TOR, il y a moins de croissance, la mouche est plus petite. Et est-ce que c'est vous qui avez découvert toutes les maladies en lien avec le dérèglement de TOR, notamment le cancer, le diabète ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Il y a des milliers de chercheurs dans tout le monde, surtout dans le domaine de la médecine, qui font des recherches, qui ont découvert que, par exemple, il y a des mutations dans le gène de TOR, dans les tumeurs des humains, par exemple. C'est des autres qu'ils ont montré là. Moi, j'ai une question par rapport à comment s'organise la rémunération dans le domaine de la recherche. Comment
personnel en général pour la recherche On cherche. pour faire l'expérience. Oui. Il faut faire des demandes à l'Europe, en mon cas, en Suisse, le gouvernement suisse, qui a un département de recherche, comme il y a en France, qui donne des bourses pour faire la recherche. Et, par exemple, en Suisse, quelques bourses, chaque paye à peu près 1 million, 2 millions de francs suisses pour une duration de 4 ans. Donc avec cet argent-là, je peux embaucher des étudiants, des chercheurs qui travaillent chez moi. Et si c'est pas indiscret, vous gagnez combien? Assez. Moi j'ai une question, monsieur. Bonjour. Si c'est pas, vu que votre métier pour en arriver là, c'est beaucoup de temps consacré aux études, est-ce que vous avez eu la possibilité de voyager et profiter de votre vie pour en arriver jusqu'à là? Ah oui, j'ai voyagé beaucoup. Je suis en France maintenant, et je m'amuse beaucoup. Et je voyageais au moins une fois chaque 2 semaines, n'importe où dans le monde. Dans le mois qui vient, je vais demain, non, ce soir, je vais Vous voyagez avec le travail ou pour profiter? C'est travail, oui, travail. Ah, pour le pour le travail. travail. Ah oui, bien sûr, pour le travail. Ce soir, je vais à Londres. Et puis, semaine prochaine, je vais à Barcelone. Semaine après, je vais en Amérique. Et après ça, presque chaque semaine, je vais quelque part. Oui. Je sais pas. D'ailleurs, c'est un peu... C'est un peu fatigant, il faut dire, mais j'ai dit... Comment avez-vous mis en place le lien entre la rampamycine et Thor, et pourquoi la rampamycine n'est pas une autre molécule? Pas une autre molécule. Et pas une autre. J'ai lié la rapamycine à Thor parce que c'est la méthode que j'ai utilisée pour isoler la protéine Thor. J'utilisais la rapamycine comme on en parle. Donc ça c'est lié directement, physiquement à Thor. C'est comme ça. Et j'ai aussi isolé des moutons, des mutations dans le gène de Thor qui confère la résistance à la rapamycine. Donc, c'est deux méthodes biochimiques et génétiques qui ont fait la liaison entre rapamycine et Thor. Et la deuxième question, c'était... C'est tout? D'accord. S'il vous plaît, si vous me permettez de reposer une deuxième question, cette fois-ci sur le parcours d'études. Avez-vous déjà pensé à abandonner vos études à un moment donné? Oui. Il y a toujours, n'importe qui, n'importe où, il y a toujours des phases difficiles dans la vie et dans une carrière aussi. On se demande si je peux continuer, si je suis au niveau, à la hauteur de réussir ou non. Mais il y a toujours, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas rencontré des problèmes, des difficultés. C'est toujours comme ça. Pour moi, c'était quand je faisais mon postdoc, c'est l'étape après le doctorat, où on commence à être plus indépendant. Et c'était au début des carrières et il faut travailler beaucoup, il faut arriver pour déclencher la carrière. Donc c'est toujours, tout le monde, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas se décourager.
du coup, quelles sont les exigences pour intégrer l'Académie des sciences et qui peut s'y prétendre à la suite de quel type d'études? Tout scientifique, dans toute discipline. Vous avez entendu tout à l'heure que parmi nous, il y a des mathématiciens, des informaticiens, des biologistes, mais aussi par ailleurs des chimistes, des physiciens. Donc l'Académie des sciences couvre toutes les disciplines et les gens sont reconnus sur leur mérite, sur ce qu'ils ont fait dans leur carrière scientifique, et ils sont élus par les autres académiciens. Voilà. Mais ce n'est pas l'objectif d'un chercheur d'entrer à l'Académie des sciences, de la même façon que Mike a dit tout à l'heure que l'objectif de sa vie, c'était pas d'avoir la médaille de l'Académie des sciences, même s'il est très content de la recevoir. L'objectif, c'est de faire de la recherche scientifique, de faire des découvertes. Et puis, si elles sont reconnues et honorées, tant mieux, mais ce n'est jamais que la cerise sur le gâteau. L'important, c'est le gâteau. Merci. Est-ce qu'il veut le micro? J'aimerais savoir ce qui s'est passé avec la petite mouche, si elle est morte ou bien elle a arrêté de vieillir, parce que vous aviez dit que ça pourrait nous aider dans le vieillissement. Et j'aimerais savoir ce qui lui est arrivé. Oui, c'est une très bonne question. Ça indique que vous avez réfléchi toute la biologie derrière. C'était une expérience qui a été faite par un collègue. En fait, je ne sais pas qui se trouve cette mouche. C'est toujours en vie, même c'était Diapo à 10 ans maintenant. Les mouches ont environ... la vie d'un mouche est 3 semaines, donc je crois que la mouche n'est pas vivante, malgré le fait qu'il y a une mutation dans la tort de cette mouche. Mais est-ce que ça a stoppé son vieillissement ou pas? Pardon? Est-ce que ça a stoppé son vieillissement ou pas? Oui, c'était montré déjà, pas cette expérience que j'ai montrée, mais d'autres expériences. Si on bloque le tort, pas complètement, parce que ça sera fatal, mais si on le réduit, ça allonge la vie. C'est déjà fait chez la levure, les mouches, le ver de terre et les souris. Maintenant, il faut faire l'expérience avec les humains. Est-ce qu'il levait la main ceux qui voulaient le micro? À la fin vers la fin du diaporama, vous avez dit que on pourrait du coup empêcher la vieillesse chez les humains. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait infini ou ce serait une période de temps qui serait donnée? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Pour le moment, la rapamycine allonge la vie d'un mammifère, de souris, par 10% de sa vie. Donc, pour les humains, ça sera, disons, 8-10 ans, si ça marche. Mais il y a des gens qui disent que c'est possible d'allonger la vie des humains 1000 ans. Il y a des gens qui habitent maintenant qui vivront plus que 100 ans, 150 ans. Je ne crois pas, mais on verra. C'est la recherche qu'il faut faire pour savoir. Donc du coup, ma question c'est, comment avez-vous fourni les preuves nécessaires pour appuyer vos découvertes? Comment est-ce que j'ai fourni les preuves nécessaires pour appuyer vos découvertes? That's what how did I... Bon, c'est par les expériences que j'ai fait. J'ai fait d'expériences. Chaque expérience donne un résultat. On analyse les résultats et on fait
la prochaine expérience basée sur les résultats de l'expérience originale. Donc, et c'est comme ça, ça va très 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 lentement. Par exemple, montrer que Tor contrôle la croissance nous a... on a pris 4-5 ans pour montrer ça. Donc c'est un processus très lentement. Il faut faire une expérience, un résultat. On n'est pas sûr si c'est vrai ou non. Il faut répéter l'expérience encore pour voir si ça donne la même chose. Ou peut-être il y a quelque chose qui fait que l'expérience ne marche pas très bien. Parce qu'on est jusque là où limite de la connaissance, le savoir. On ne sait pas ce qu'on trouve, c'est la vérité ou non. Il faut répéter beaucoup de fois pour être sûr que cette découverte, c'est vrai, et ça grandit le savoir de l'humanité. D'accord, merci beaucoup. Oui. Ah. Par des autres. Oui. La confirmation. Ah oui, oui. Par exemple, l'expérience avec la mouche que je montrais, c'était pas fait chez moi. Je travaille avec pas les mouches. C'est une expérience de quelqu'un d'autre qui a fait ça. Après, il a vu que l'expérience que j'ai fait à cette époque, chez la levure, par les mouches, les levures à l'époque, indique que le rôle de Tor est de contrôler la croissance cellulaire. Donc il a pris ça, il a dit, si c'est vrai, les mêmes mécanismes existent dans d'autres organismes, par exemple la mouche. Je pourrais trouver une mouche où Tor est modifié et ça donne le même résultat dans la mouche. Des fois, il y a un mécanisme qui existe dans la levure, chez la levure, qui n'existait pas dans la mouche. Donc, ce n'est pas toujours répliqué, mais si c'est la biologie fondamentale, le même mécanisme existe chez la levure jusqu'à l'homme. Et c'est le cas avec Tor. Donc, des autres chercheurs qui travaillaient avec des autres systèmes expérimentaux, comme les souris, la mouche, les vers. Après les ans, ils ont trouvé la même chose que j'ai trouvé. Donc, c'est la confirmation que la vérité que j'ai trouvée, que je crois que la vérité, est en fait vraie. Je crois que c'est la... Est-ce que vous pensez qu'on devrait allonger l'espérance de vie des humains? Allonger la vie, à mon avis, je dirais non. Il faut allonger la vie où il y a la santé très bonne. Donc il faut arrêter le vieillissement. Il faut garder la santé, mais il ne faut pas allonger la duration de la vie, la duration de la phase où il y a des santé. Vous comprenez? Mais si s'il a des bonnes santé jusqu'à toujours la bonne santé, la question est comment est-ce qu'on va mourir? C'est la question. Donc, si on va allonger la phase de santé, peut-être un jour, il faut décider que chacun doit mourir à un certain âge. Oui, encore un problème philosophique, hein, il faut voir. Donc, ma question est la suivante. Direz-vous qu'il faut des facilités scolaires pour bien évoluer dans un secteur scientifique?
Et faut-il obligatoirement avoir des matières scientifiques au lycée pour envisager un cursus scientifique? C'était. Did you hear the first part? Non, oui, oui, oui. Si j'ai des bonnes notes à l'école, je veux dire, si tu es un bon élève, hein, en général. Non, c'est pas. Je connais. Il y a plusieurs chercheurs qui n'étaient pas très bons, des bons élèves. Parce que pour être un chercheur, des fois, il a besoin d'une façon de raisonner différente de tous les autres. C'est comme ça qu'on fait des découvertes. Donc, il y a des chercheurs qui, au milieu scolaire, on est des manuels, il faut apprendre les faits, mais on commence à apprendre tout ce qui est déjà connu. Comment est-ce qu'on va raisonner pour trouver des savoirs qui n'existent pas toujours, pas encore. Donc, pour être un chercheur scientifique, il faut raisonner dans une façon que pas tout à fait compatible avec l'école, il faut dire. Hein. Mais c'est bien avoir la base des savoirs, donc il faut faire l'effort à l'école, c'est vrai. Donc, et puis la deuxième partie de question, c'était... Bonjour. Ouais. Quelle est votre journée type au laboratoire? C'est pas trop indiscret. Quel est mon métier au laboratoire? Non, votre journée type. Ma journée typique. Oui. Bon, j'arrive à peu près entre 8h30 et 9h au labo. Je vais à pied de ma maison. Je réfléchis quand je marche de ma maison au laboratoire. J'arrive et j'ai beaucoup de meetings avec mes étudiants, mes postdocs, les chercheurs qui travaillent chez moi. J'ai beaucoup d'emails. Le métier de scientifique, c'est un métier très, je dirais, international, très global. La plupart des gens avec qui je parle chaque jour se trouvent n'importe où dans le monde. Au Japon, en Amérique, en Italie, en France, en Allemagne. Et je passe ma journée à travailler, parler avec eux sur n'importe quel sujet. C'est parce que je suis avec un membre d'un comité avec eux pour faire quelque chose. Je fais des cours aussi. J'ai des étudiants que je fais des cours avant des classes comme ça. Et je fais plus d'expérience moi-même avec mes mains. Mes étudiants, mes chercheurs qui travaillent chez moi font ça. Mais je parle avec eux. Je suis toujours là, disponible pour parler. C'est une question et un résultat qu'ils ne comprennent pas. Comment est-ce que je vois ça? Et puis, en général, je n'arrête pas à manger à midi, à déjeuner. Je fais un petit sandwich à la maison le matin et je mange le sandwich pendant que je parle avec quelqu'un ou je fais des emails. Je n'ai pas le temps pour prendre un break pour déjeuner. Et je reste au labo jusqu'à, en général, je dirais 7 heures le soir. Je reviens à la maison. Ok, merci. Ce sera notre dernière question, puisqu'on arrive au temps de fin des questions. Donc j'ai vu 2 doigts levés. Vous serez les 2 dernières, les filles. Bonjour. Ouais. Est-il possible pour un chercheur d'abandonner un sujet car il l'estimerait trop difficile? D'abandonner, ça veut dire quoi? Abandonner, voilà. Oui, ça arrive souvent. Oui, très souvent. On essaie de faire une découverte et ça n'arrive pas.
encore une des qualités des chercheurs, il faut être persistant. Hein. Il ne faut pas te décourager trop facilement, parce que si quelque chose est facile à découvrir, ça sera déjà découverte. Hein. Donc, des choses qui ne sont pas encore découvertes, c'est parce que personne n'a réussi à faire ça, la découverte. Donc, il faut être persistant et avoir une bonne idée aussi. De faire les choses d'une façon un peu différente pour trouver quelque chose que personne n'a trouvé déjà. Est-ce que actuellement est-ce que vous êtes en train de chercher Est-ce que actuellement vous êtes en train de faire une recherche qui pourrait avancer au niveau de la science? Si je la cherche maintenant, qui peut avancer la science? Oui. Ah oui, bien sûr, oui. J'espère. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup maintenant. L'expérience que je fais chez moi, c'est pour comprendre le diabète. C'est quelque chose c'est un problème qui devient plus prévalent, plus important dans la société. Et je fais découverte parce que la protéine TOR joue un rôle dans le diabète. Et je vois TOR comme la clé pour moi, pour trouver, ouvrir une porte pour comprendre comment est-ce que la diabète, quelle est la cause de la diabète, et comment faire des médicaments pour traiter le diabète aussi. On s'arrête ici pour les questions. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous.